rejoignent. On va passer à la table ronde consacrée à la santé et la qualité de vie dans la ville et dans les bâtiments. Je vais demander à nos 4 intervenants de monter sur scène. Donc, il s'agit de Suzanne Déhoux. Bienvenue. Vous êtes docteur en médecine, fondatrice de Medieco. Allez-y, là où vous voulez. Installez-vous. Fabien Squinazzi, je ne sais pas s'il est arrivé, il est là. Bienvenue. Médecin biologiste, vous êtes membre d'honneur de l'Alliance HQE-GBC, Association des professionnels pour un cadre de vie durable. Julien Falguerat, vous êtes ergonome, président d'Ergonova Conseil, qui aide à la conception d'espaces de travail favorisant santé et bien-être. Et Simon Devise, bienvenue. Vous êtes ingénieur et directeur d'AIA Environnement chez AIA Life Designers. Alors merci, bienvenue à tous les 4. Oui, il y a 5 sièges, mais... Alors on a 30 minutes, donc je vais vous demander de faire court dans vos interventions. La crise sanitaire a mis sur le devant de la scène plusieurs thématiques en lien avec notre sujet, avec la qualité de l'air intérieur par exemple, avec une maladie qui pose la question des systèmes d'aération des bâtiments. On pense aussi à la désaffection qu'ont connue les villes, enfin certaines, et le besoin exprimé dans les urnes de plus de qualité de vie en ville et d'un accent mis sur le bien-être dans l'espace urbain. On va commencer avec vous, Simon Devise. Alors, chez AIA Environnement, vous accompagnez les maîtres d'ouvrage dans la conception de bâtiments et de morceaux de ville favorables à la santé. Vous me disiez que l'état de santé des individus est déterminé à 70% par des facteurs liés à l'urbanisme, qui peuvent être influencés par l'urbanisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Et peut-être juste avant, vous pouvez nous expliquer ce que fait AIA Life Designers en quelques mots. Tout à fait. Donc, comme il a été dit, je représente aujourd'hui AIA Environnement, mais également les différentes recherches qui sont menées par la Fondation AIA, fondation d'entreprise qui fait travailler les chercheurs justement sur ces questions des relations entre architecture, santé et environnement, avec une grande spécialité qui s'est développée là sur les 10 dernières années, qui est justement la cartographie des liens entre urbanisme et santé, à la fois d'un point de vue rétrospectif, en regardant dans les âges, les villes ont toujours été influencées par les grands facteurs de santé, et également d'un point de vue prospectif. Et c'est là qu'interviennent nos fameux 70% là, qui viennent d'être cités. Aujourd'hui, il faut voir la santé dans toutes ses dimensions, que ce soit la dimension physique, mentale, mais aussi la santé sociale, la cohésion sociale. Et voir la santé pas que dans l'acte de guérir d'une pathologie, mais bien sûr sur les aspects aussi préventifs et sur les aspects aussi vivre avec la maladie. Quand on a posé cette définition globale et positive de la santé, pas juste l'absence de maladie, on s'aperçoit que finalement la santé c'est la résultante d'une myriade de micro-influences. Et quand on regarde ces différentes influences, on se rend compte qu'on en a 10 à 20% qui sont liés à la qualité du soin prodigué, 10 à 20% qui sont liés aux facteurs génétiques, et le reste, c'est-à-dire environ 70%, c'est lié à l'environnement, c'est-à-dire l'air que l'on respire, l'eau que l'on boit, et 50%, c'est la question bien sûr des modes de vie et des facteurs socio-économiques. Autant de facteurs qui sont influençables à l'échelle de l'aménagement. Alors, je ne suis pas en train de dire que tous les urbanistes, les architectes, les aménageurs sont responsables à 100% de tous ces facteurs sur les individus. Toutefois, prendre conscience de ces liens, c'est aussi prendre conscience de cette responsabilité et se mettre sans doute à l'épreuve d'une sorte de serment d'Hippocrate pour la ville. Encore une fois, on ne va pas soigner les individus par l'urbanisme, mais on va pouvoir leur donner un sacré coup de pouce, ou en tout cas enlever des environnements urbains qui pourraient être des facteurs précipitants pour des phénomènes de dépression, par exemple. Donc voilà, c'est vraiment le sujet sur lequel on travaille à la Fondation et sur lequel on a plusieurs terrains d'expérimentation. Là récemment, on a recensé plus de 1000 publications scientifiques sur les liens entre urbanisme et santé, une cartographie qui est malheureusement encore incomplète, mais qui est présentée à l'occasion de la Biennale de Venise en ce moment. Donc si vous avez l'occasion de passer à Venise, vous pourrez voir cette étude assez passionnante. Merci. Julien Falguerat, vous êtes ergonome, président d'Ergonova Conseil, et pour vous aussi, anticiper les besoins et les usages fait partie des actions qui peuvent favoriser le bien-être et la santé. En particulier pour vous, c'est dans les bâtiments et les espaces de travail précisément.
Donc rapidement, je présente Ergonoa Conseil. Donc c'est une société qu'on a créée il y a 15 ans maintenant. Donc on est tous ergonomes. Alors paradoxalement, on pense que l'ergonomie c'est des vendeurs de mobilier. C'est pas ça. C'est plus des gens qui sont là pour finalement comprendre le travail réel. C'est-à-dire qu'il y a du travail prescrit, c'est-à-dire les gens qui pensent le travail de manière assez théorique, et le travail il est confronté à des aléas, des variabilités, un absent, une matière qui arrive, qui n'arrive pas bien, etc., etc. Et l'homme, avec un grand H, met en œuvre finalement ce qu'on appelle le travail réel, c'est-à-dire la régulation pour tenir, ce qui est des fois pas tenable. Il y a des moments quand on tient, pour tenir la qualité, on met la santé au détriment. Rapidement, pour faire le lien avec la thématique aujourd'hui, on intervient donc dans tous les secteurs, on va dire, où il y a du travail, du public, du privé, de l'industrie, de l'hospitalier, n'importe quoi. Et on intervient particulièrement dans la conception des bâtiments. L'idée étant d'accompagner, surtout en démarche très amont, la connaissance des usages futurs. On a trop souvent encore des bâtiments où les opérateurs, ou les usagers, ou les habitants s'adaptent au bâtiment parce qu'il a été conçu par manque peut-être de connaissance des activités ou des usages futurs. Et un peu comme des outils, le travail de l'ergonome dans ces projets de conception, c'est faire en sorte plutôt que ça ne soit pas l'homme qui s'adapte au bâtiment, mais qu'on adapte les bâtiments à l'homme. Et ça, après, j'en reparlerai tout à l'heure, c'est des gages, alors certes de performance, peut-être d'économie parce qu'on construit au juste besoin, mais c'est aussi ce qui permet de développer la santé au sens où vous l'avez dit, c'est-à-dire pas la maladie, mais l'absence de maladie, peut-être même le développement de la santé plus positive, ce qui n'est pas des notions très connues aujourd'hui. Et vous accompagnez les maîtres d'ouvrage tout au long de leur projet? Ouais, alors on accompagne on a parmi certains d'entre nous une double formation de programmistes, donc on intervient dès les études de faisabilité le plus en amont possible. Et l'idée étant d'accompagner le projet sur de la durée, c'est-à-dire depuis des études de faisabilité, alors des études de faisabilité fonctionnelles pour ce qui nous concerne, pas forcément techniques, sur de la traduction fonctionnelle pour faire de la spécification donc du programme. Et ensuite on peut venir évaluer des solutions, les simuler. On intègre forcément des usagers ou des futurs utilisateurs, puisque c'est important finalement qu'ils puissent prendre connaissance des futurs ouvrages. Et on va jusqu'à la mise en service pour peut-être expliquer, presque partager le mode d'emploi, pour pas qu'on se dise ah la porte elle est pas au bon endroit ou c'est pas non elle est peut-être là parce qu'il y a une raison. Autant comprendre pourquoi elle a été là. Peut-être qu'on s'est trompé, mais au moins qu'on partage ça. Donc on intervient sur toute la longueur du projet. Merci. Fabien Squinazzi, vous animez le groupe de travail qualité de l'air intérieur de l'Alliance HQE-GBC. Pouvez-vous nous dire deux mots du cadre HQE sur lequel vous travaillez et en quoi il concerne aussi la santé dans le bâtiment? Et pouvez-vous nous dire deux mots aussi de votre travail au sein du Haut Conseil de santé publique, puisque vous en êtes membre? Je ne sais pas si on m'entend, oui. Voilà. Regardez, concernant la qualité de l'air intérieur, il est plus utile aujourd'hui de rappeler son importance. La crise sanitaire que nous vivons depuis l'année dernière nous montre l'importance de la qualité de l'air dans les bâtiments. Or, à l'Alliance HQE-GBC, ça fait déjà plus d'une dizaine d'années que nous nous préoccupons dans ce groupe de travail de la qualité de l'air intérieur. Et pour aller plus loin, nous avons développé des outils pour permettre de savoir quel est le niveau de qualité d'air intérieur dans les bâtiments à la réception. Donc on a défini des protocoles sanitaires à la réception des bâtiments neufs ou rénovés. On a développé des protocoles également pour des bâtiments en exploitation, donc sur toute la vie du bâtiment. Et encore plus récemment, cette année, puisque tout le monde sait aujourd'hui qu'on souhaite développer des capteurs de mesure de la qualité de l'intérieur dans les bâtiments, avec le déploiement aujourd'hui des capteurs CO2, eh bien, dans une note technique que nous avons publiée il y a quelques mois, nous avons rappelé les enjeux spécifiques à ces capteurs, les caractéristiques techniques et la façon de les utiliser. Donc ce sujet de la qualité de l'air intérieur, comme je l'ai dit, a pris beaucoup d'importance et à HQE, à GBC, nous avons amené un certain nombre d'outils utiles pour tous ceux qui veulent se préoccuper de la qualité de l'air intérieur à toutes les phases du bâtiment. Et puis, comme vous l'avez dit, je suis aussi depuis 2013 au Conseil de la santé publique dans une commission sur les risques liés à l'environnement. Et nous avons été beaucoup plus loin que la qualité de l'air intérieur, qui est une des composantes de la santé dans le bâtiment, puisque nous avons, dans un premier temps, avec le Centre scientifique et technique du bâtiment, qui nous a aidés à faire un rapport bibliographique sur tous les facteurs du bâtiment, de l'habitat, favorables à la santé.
Et à partir de ce rapport, nous avons établi ce qu'on appelle un score, le DOMI-score, qui est une grille de repérage des facteurs de santé liés à l'habitat. C'est une grille qui contient 46 variables sous 15 thématiques et elle permet, en codant, de savoir dans un habitat, que ce soit l'habitat lui-même et son environnement proche, quelles sont les situations qui pourraient être défavorables à la santé des occupants. Alors certes, on parle de la qualité de l'air intérieur dans ces grilles, mais également l'eau, les nuisances acoustiques, les problèmes d'accessibilité, etc. Et tout également des sujets d'alimentation autour de l'habitat. Donc ce DOMI-score, tous ces travaux dont je suis en train de vous parler sont publiés pour ce qui concerne les documents de la qualité de l'air intérieur sur le site donc HQE-GBC, et concernant les travaux du DOMI-score, ils sont également publiés sur le site du Haut Conseil de santé publique, et donc disponibles. Tous ces documents sont disponibles gratuitement. Si on veut s'y intéresser, pouvoir les utiliser, eh bien, ils vous donneront différents outils pour pouvoir appréhender la qualité de vie dans un bâtiment. Merci. Suzanne Déhoux, vous me disiez en préparant cette table ronde, on parle enfin de qualité de l'air intérieur. Alors oui, on en parle. Vous êtes médecin ORL, vous avez fondé Medieco, vous organisez le colloque Les défis bâtiments santé, dont la 10e édition a eu lieu le 6 juillet dernier. Vous êtes récemment penché sur les défis émergents en termes de qualité de l'air, justement. Alors est-ce que vous pouvez en évoquer déjà les deux premiers, vous m'en avez cité trois, on garde le suspense sur le troisième, mais les deux premiers que sont les nanomatériaux et les perturbateurs endocriniens. C'est ça. Souvent, on prend beaucoup de temps pour évaluer les impacts sanitaires de nouvelles technologies. Ça a été le cas déjà dans l'histoire. Le plomb, l'amiante, on a mis longtemps avant d'évaluer l'impact sanitaire. Alors justement, moi j'aime bien avoir une petite vision d'alerte, et je pense qu'il y a des technologies merveilleuses comme les nanomatériaux avec des potentiel technique fantastique, mais quid de la santé? Donc, et dans le bâtiment, parce que là je reste dans le bâtiment, les nanomatériaux on peut en avoir dans la nourriture, on a le chocolat qui a du dioxyde de titane, enfin, c'est assez ahurissant. Et dans le bâtiment, les nanomatériaux, il y a surtout deux points, c'est le nano-argent qui sert comme antibactérien. Alors vous avez des frigos avec du nano-argent, on en a voulu me vendre un évier avec du nano-argent, j'ai dit je n'ai pas besoin d'antibactérien dans un évier, mais vous savez, c'est vendeur, hein, ça fait très bien, ça fait très, très techno. Hein. Par contre, ce qui m'ennuie un peu plus, c'est le dioxyde de titane, le nanométrique, que l'on met par exemple dans les peintures pour leur donner des potentiels, soi-disant, d'action photocatalytique pour diminuer les polluants et avoir une action contre les micro-organismes. C'est quand même, ça interroge sérieusement sur l'évaluation bénéfice-risque. Parce que bénéfice, les résultats de mesures in vitro, enfin, en labo, sont probantes, mais in situ, c'est pas évident. Et en plus, j'ai vu sortir une peinture en poudre, parce que comme ça on évite les COV, à diluer avec de l'eau. Mais cette poudre, elle a des nanoparticules de dioxyde de titane qui, inhalées, sont cancérogènes. Je trouve qu'il y a quand même une interrogation à avoir. Donc méfiez-vous, enfin, il faut se méfier de ces produits merveilleux qu'on nous propose sur le plan technologique sans évaluation sanitaire. Il y a aussi, alors l'autre sujet qui me tient à cœur, c'est les perturbateurs endocriniens, parce que là, ce sont des substances qui sont un véritable défi aux lois de la toxicologie, puisque c'est justement les faibles doses qui sont plus toxiques que les doses élevées. Ce sont des substances qui vont impacter à un moment de la vie, par exemple avant la grossesse, pendant la grossesse et dans les 1000 premiers jours. Donc on se dit, ces substances, ce sont des substances qui peuvent être naturelles, par exemple le soja, ou qu'il peut y avoir des molécules qui sont des perturbateurs endocriniens, des molécules soit naturelles, soit artificielles, qui sont étrangères à l'organisme et qui vont perturber le fonctionnement du système endocrinien.
qui vont donner des effets néfastes sur les personnes et sur leur descendance. Donc on est face à un problème quand même assez important. Pour cela, en ce moment, on débute une étude lauréate qui s'appelle Crèche PE Free, puisque j'ai dit les 1000 premiers jours. C'est vrai que c'est les crèches qui quand même posent question. Et donc, on a un projet qui a été lauréat de l'appel à projet Acacia de l'ADEME, où on va faire avec le CSTB et la ville de Toulouse un échantillonnage de crèches dans lesquelles on va faire bien sûr des prélèvements de phase gazeuse, de phase particulière de l'air, mais aussi des poussières. En même temps, un inventaire complet de tout ce qu'on peut trouver dans la crèche et leur composition. On va peut-être être aidé par un décret récent qui vient de sortir au mois d'août, demandant à certains fabricants de produits de communiquer quand même les perturbateurs endocriniens, parce que pour l'instant, on n'en a pas. On prendra ces produits-là, dont on aura des données, on les mesurera en chambre d'essai avec le CSTB pour voir bien corrélé entre les informations des fabricants et ce qu'on trouve. Et ensuite, on va modéliser, ça c'est le CSTB, qui va modéliser ces données pour pouvoir voir, à partir de mesures qu'on va faire pendant plusieurs semaines, comment on va avoir une concentration dans le temps, en modélisant dans le temps. Donc je pense que c'est un sujet important, vu l'impact sanitaire. Le troisième défi. Alors le troisième défi émergent, on en a parlé beaucoup dans la journée, je n'ai pas voulu réagir, c'est bien sûr l'économie circulaire dans le bâtiment. Et parmi l'économie circulaire, une phase qui est importante, c'est le réemploi. Parce que dans le réemploi, personne ne se préoccupe d'informations sanitaires, puisque de toute façon, c'est un produit qui a déjà été utilisé. J'ai même vu des FDES qui disent que le produit, comme il a été utilisé, il a émis, donc il n'émet plus rien. C'est peut-être vrai, mais enfin quand même, des mesures seraient quand même intéressantes. Et pourquoi ? Parce que surtout, alors là aussi on a un autre projet ADEME qui est un peu moins avancé mais qui va quand même, j'espère, aboutir avec le FCBA, puisqu'on va cibler davantage les produits bois. Parce qu'on peut avoir des bois de charpente qui ont été traités avec des biocides, c'est-à-dire des insecticides, des fongicides, et qu'on va réutiliser, qui vont se retrouver en ameublement dans l'intérieur, sans qu'on ait d'évaluation. Et ensuite, des produits bois, que ce soit des produits massifs ou des produits collés, particules par exemple, qui peuvent bien sûr encore émettre, et ça surprend, parce qu'il y a un composé, il y a deux, dans ce projet qu'on va faire, qui s'appelle Circulaire L''AIR, c'est développé avec le FCBA, puisqu'on va s'occuper du bois, et tout un groupement d'acteurs du réemploi, pour qu'on puisse voir in situ qu'est-ce qu'on a comme émission et ensuite qu'est-ce qu'on a en laboratoire, surtout pour le formaldéhyde, pour certains produits bois. Voilà. Je pense qu'il faut être raisonnable. On peut se lancer sur des pistes, mais il faut quand même avoir un minimum d'évaluation. Voilà. Merci. Fabien Squinazzi, sur la réglementation en termes de qualité de l'air intérieur, justement, en quelques mots, vous pouvez nous parler des évolutions récentes. On est mieux protégé aujourd'hui dans les établissements recevant du public sensible ? Alors, je ne suis pas sûr. Je suis actuellement en train, au Conseil de santé publique, de faire une évaluation des plans nationaux santé-environnement, et j'ai regardé ce qui s'est passé dans les écoles et les crèches depuis plusieurs années, et on ne peut pas dire que la situation soit favorable. D'ailleurs, on s'en rend compte aujourd'hui par rapport au système d'aération et de ventilation. Et je pense qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire dans ce domaine-là, parce que les capteurs de CO2 nous montrent qu'on a des difficultés de renouvellement d'air et d'apport d'air neuf suffisants. Et donc, il faut absolument qu'on fasse des efforts. Je voudrais simplement rappeler que la réglementation imposait dans les écoles et les crèches d'évaluer les moyens d'aération, et que ceci, malheureusement, n'a pas été fait, et on se trouve aujourd'hui un petit peu coincé. Donc, je pense qu'en matière de qualité d'air intérieur, il y a les sources, évidemment, d'émissions et les sources extérieures, mais il y a aussi les aspects de ventilation qui sont très importants à considérer. Merci. Alors, Simon Davis, je reviens à vous. Vous me disiez que 3 évolutions permettent de mieux prendre en compte aujourd'hui la santé et le bien-être dans les projets.
c'est l'accélération de la recherche sur la question, l'open data et les outils de modélisation 3D numérique. Est-ce que vous pouvez développer peut-être ce troisième point qui est très intéressant? Avec plaisir. Donc effectivement, les outils 3D numériques, ils nous permettent très simplement de visualiser un certain nombre de paramètres qui précédemment relevaient de l'intuition. Et donc de pouvoir objectiver dans un projet à la fois la nature de l'impact sur la santé, s'il y a lieu, mais également l'exposition différenciée des populations en fonction de ces profils. C'est un peu ce qui vient d'être expliqué là à l'échelle d'une crèche, par exemple, où là on se pose la question, on va dire, de renforcer les exigences de qualité sanitaire de l'air intérieur. À l'échelle de la ville, ce genre de démarche est très émergente. C'est-à-dire qu'on a un seuil de polluant général qui est défini, et en fait, on ne regarde que ce seuil. On ne regarde pas les niveaux différenciés à l'échelle de la ville. Et par exemple, si jamais j'ai une crèche ou un groupe scolaire à un endroit, quelque part, le seuil à respecter sera bien plus bas que pour une habitation normale. Et donc, le but, c'est de tirer parti vraiment de ces simulations numériques et des données qu'elles renseignent, cette architecture de l'invisible de la ville, pour pouvoir implanter les programmations urbaines au bon endroit, pour pouvoir revoir la morphologie des bâtiments pour, grâce au phénomène aérolique, éloigner ou diffuser de manière plus importante les polluants, et de faire en sorte que l'ensemble des activités sédentaires ou sportives extérieures, elles ne se situent pas dans des zones, par exemple, à forte concentration de polluants ou avec d'autres éléments pathogènes comme le bruit, par exemple. Donc, c'est les mêmes outils qu'on utilise déjà pour les études d'impact, qu'on utilise déjà dans un certain nombre de circonstances, que là, on regarde juste de manière un peu plus fine, spatialement, et où on va regarder les choses de manière itérative, en lien direct avec les équipes architecturales ou les aménageurs, pour étudier différents scénarios et pouvoir arbitrer en pleine conscience sur les différents degrés d'exposition, tout simplement. Et on trouve des solutions concrètes associées. Par exemple, sur la ZAC de Bussy-Saint-Georges, on est venu éloigner la trame active qui concentre les activités sportives des émissions de l'autoroute. On est venu revoir la morphologie de l'îlot du groupe scolaire pour éviter qu'il y ait un pic d'exposition au niveau de la cour de cette école. Et sur un autre sujet, à Plaine Commune, le projet modélaire urbain de recherche, on a pu optimiser finement les morphologies bâties justement pour réduire ces émissions. Donc voilà, autant de paramètres qui ne sont pas considérés, on va dire, usuellement et de façon normative dans les projets et qui permettent d'aller beaucoup plus loin sur ces questions en regardant la vulnérabilité différenciée de ces populations. Alors il y a une vulnérabilité particulière à laquelle je suis sensible, c'est la question de la vulnérabilité de santé mentale et des différentes pathologies à différents degrés qui peuvent la composer. C'est loin d'être une problématique qui, on va dire, porte uniquement sur les établissements psychiatriques. Ici, dans cette assemblée, à peu près 1 personne sur 4 va malheureusement expérimenter une pathologie mentale lourde au cours de sa vie. C'est tout ce que je vous souhaite pas, mais c'est les statistiques. Et donc, quelque part, si on le fait avant tout aussi pour nous tous, et il faut qu'on aille beaucoup plus dans un degré fin de ces questions pour adapter la ville à ces différents profils. Ça ne veut pas dire une accessibilité universelle et plus de contraintes, plus de normes, ça veut dire ne serait-ce qu'avoir une forme de courtoisie vis-à-vis de ces profils, en rentrant dans leur quotidien, en rentrant dans les parcours et en adaptant la ville à leur perception. Par exemple, sur l'établissement psychiatrique de Villévrard, on a pu créer une forme de trame sensorielle où on vient régler les différents échelons de floraison pour créer des stimuli sensoriels et améliorer le repérage spatial des patients. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui rendent les choses plus faciles au quotidien pour ces personnes. Courtoisie dans la conception, donc. Exactement. Merci. Et Julien Falgarat, est-ce que vous utilisez aussi des outils de modélisation dans votre travail? Vous me disiez que vous faites tout pour poser un constat en situation réelle, c'est-à-dire que vous vous déplacez là où vous évaluez avec les personnes qui vont être au travail quels sont leurs besoins. Il y a plusieurs choses, parce que finalement, quand on construit un nouvel ouvrage, on peut avoir une situation qui existe, c'est-à-dire qu'on peut se baser sur des situations de référence, et puis on peut aussi travailler dans des innovations
des entreprises, pour des ouvrages publics, où on a besoin de venir simuler quels vont être les usages futurs. Alors les outils de modélisation, je peux faire bien vous dire qu'on en a en 3D, mais on a des super outils de modélisation qui sont la maquette physique à l'échelle 1 et qui permettent finalement de se représenter les choses. Parce que ce qu'on s'aperçoit souvent, c'est qu'on a des utilisateurs qu'on va amener à réfléchir autour d'un plan 3D ou même d'un plan 2D. Et c'est pas très simple en fait de se représenter l'espace, de se représenter le fonctionnement. C'est-à-dire qu'on a quelque chose de très statique alors que l'activité c'est des déplacements, c'est des liens visuels, c'est des liens auditifs. Il y a plein de choses comme ça qui ne peuvent pas se traduire. Donc finalement pour des choses très spécifiques, on peut être amené à faire de la simulation très simple avec du carton, avec des tables, pour essayer de représenter ce que peut être un environnement physique. C'est-à-dire qui va m'empêcher de déplacer ou qui va faciliter le déplacement, qui va m'empêcher d'avoir une information visuelle et ou auditive si on fait des choses comme ça. Donc ces outils de simulation sont relativement simples finalement. La vraie difficulté, c'est d'arriver à partager ces usages futurs et à les traduire. On peut prendre l'exemple d'un hall d'accueil. Tout le monde fait un hall d'accueil, on se dit c'est la transition entre l'extérieur et l'intérieur, mais ce hall d'accueil finalement à quoi il va servir? Peut-être on ne sait pas trop à quoi il sert, on y met des plantes, on y met des fauteuils pour que les gens qui arrivent s'assoient, et puis on met quelqu'un qui fait l'accueil. Sauf que cet accueil-là doit répondre à certaines contraintes et exigences, et selon comment le bâtiment va être construit, on va permettre peut-être d'entendre très bien ce que dit quelqu'un, ou pas. Je vais peut-être avoir rapidement accès à une zone de repli, je vais peut-être avoir facilement accès à des informations ou pas, et pour faire le lien avec la santé, c'est ça qui peut peut-être, pour ces personnes-là, devenir risque de troubles psychosociaux ou autres, par exemple. Donc c'est en ça que l'anticipation de ces usages futurs dès les phases de conception peut venir finalement prévenir ces nouvelles pathologies avant qu'elles apparaissent. D'accord, merci. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Il nous reste quelques minutes, on peut peut-être prendre une ou deux questions. Y a-t-il des questions? Oui, il y a des questions. Est-ce qu'il y a une hôtesse quelque part? Y a-t-il un micro qui circule? Oui. Allez-y. Philippe Pelletier, plan bâtiment durable. C'est pas tant une question qu'une interpellation collective que je voudrais faire ici. Je pense que sur le sujet de la santé et de l'immobilier, on a largement dépassé le cadre aimable des discussions académiques et on est devant une confrontation majeure que la société va susciter à notre égard, à nous tous. La société bousculée par l'épreuve de pandémie qu'elle vient de traverser, qui a approché la mort de très près, va faire de la santé une question majeure dans le logement, son évolution et sa conception. Et la question que Simon Davies vient d'évoquer, qui est celle de la santé psychique, qui, si les chiffres de 1 sur 4 sont vrais, concernera en 2030 plus d'1 million de personnes de plus de 85 ans qui seront donc Alzheimer. Ça veut dire qu'il nous faut, dans un temps extraordinairement bref, faire en sorte de répondre à la société, de donner une réponse à la société à la mesure de cette attente que je crois très forte. Et je voudrais donc dire que sur ce sujet, il nous faut changer de braquet et résolument mettre la santé en tête des préoccupations immobilières et urbanistiques. Merci, Monsieur Pelletier. Je peux peut-être... Une dernière... Ah bah, allez-y. Je rebondis sur ce que dit Philippe. C'est vrai qu'on a fait, pour le colloque Défi Bâtiment Santé, avec le Conseil national de l'Ordre des architectes, on a fait une enquête diagnostic bâtiment santé auprès des acteurs du bâtiment. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'avant 2000, dans les projets de bâti, la santé ne rentrait que dans 25% des projets. En 2015, il n'y avait pas encore le Covid, c'était 41% des projets qui intégraient déjà la santé. Donc je pense que maintenant, ça sera certainement, si on faisait le sondage maintenant, on aurait certainement davantage d'acteurs du bâtiment qui prennent en compte la santé. Merci. Peut-être une dernière question? Merci. Je voulais d'abord remercier les intervenants. Je voulais savoir comment ça se passe dans les anciens bâtiments qui utilisent le pisé, la bauge et le torsi. Merci.
Est-ce que quelqu'un a une réponse? Que ce soit des anciens bâtiments ou des nouveaux, c'est vrai qu'on peut avoir des problèmes nouveaux dans les bâtiments actuels parce qu'on a introduit de nouvelles substances, mais dans le bâtiment ancien, on a aussi des problèmes. Par exemple, on a parlé de la ventilation, du renouvellement d'air. S'il n'y a pas de renouvellement d'air, on a des moisissures. On a des problèmes qui peuvent être identiques, hein, sauf que dans des bâtiments neufs, on a rajouté peut-être des composés nouveaux. Hein. Je ne sais pas si... Non, je partage tout à fait. On a des problèmes qui se rejoignent en fait, Bien sûr. mais où on est surpris, c'est qu'on a parfois, on découvre des substances chimiques dans le bâtiment qui sont interdites depuis très longtemps et qu'on retrouve encore aujourd'hui, notamment dans la poussière des maisons, comme tu l'évoquais, Suzanne. Donc effectivement, il y a des problèmes qui peuvent être spécifiques à certaines catégories de bâtiments, tout à fait. Mais ça se rejoint sur les principaux facteurs. C'est vrai que Fabien soulevait quelque chose des substances interdites, mais par exemple, je parlais du réemploi. Le réemploi des menuiseries. On a un problème avec la réglementation française parce que quand on fait faire un constat plomb, on fait le constat plomb que dans les bâtiments antérieurs à 1949. Or, on peut récupérer des menuiseries, c'est un des projets qui a été présenté au colloque, des années 60, lesquelles étaient toutes peintes au plomb. Pourquoi? Parce que en 1949, ce ne sont que les peintures destinées aux professionnels qui ont été interdites à base de plomb. Mais elles ont continué à être vendues pour le grand public et pour les autres projets. Ce qui fait qu'il faut attendre 93 pour qu'on n'ait plus de peinture au plomb. Donc, vous voyez, il faut faire très attention. Justement, vous voyez, ce n'est pas des bâtiments très vieux, mais on peut avoir aussi cette problématique-là. Et dans le réemploi, ça peut poser un gros souci. Merci. Là, je crois que c'est fini. Merci beaucoup à tous les quatre. On peut les applaudir? Merci. Pauline, je te laisse l'estrade.